Bonjour à tous et bienvenue dans Au bout du poste. Aujourd'hui, nous allons parler de la science à la télévision. En France, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, impose aux chaînes de télé de diffuser du contenu à caractère éducatif et culturel. Contrairement aux chaînes historiques comme France 2, France 3, qui sont en dessous de 5% d'émissions culturelles, certaines chaînes comme Arte ou la 5e dépassent les 30%, TF1 étant loin derrière avec moins de 1%. Mais ce pourcentage tient compte de tout type de sciences, y compris les sciences économiques et humaines. Pour faire plus simple, je ne me suis intéressé qu'aux sciences dites exactes. Pour commencer, je vous propose de faire un rapide historique des émissions en France. Dans le début des années 80, sont apparues des émissions de vulgarisation scientifique, comme Temps X avec les frères Bogdanov, dont le but était de montrer comment serait le futur avec les nouvelles technologies. Dans les années 90, on retrouve des courts programmes scientifiques, avec par exemple Michel Chevalet sur TF1, qui nous explique comment ça marche, et sur la 6e, Mac Lesguy dans son émission E égale M6. Et ceux qui, comme moi, étaient encore au collège fin des années 90, n'ont pas pu passer à côté de cette émission culte. C'est pas sorcier. Puis avec l'arrivée des nouvelles chaînes de télé, câble, satellite ou encore la TNT, on a vu apparaître des chaînes spécialisées, comme par exemple Discovery Channel. Mais quelle est la place de ces émissions dans le contexte de la télévision? Depuis toujours, on associe les livres à l'éducation et au travail, alors que la télévision reste un loisir. La société de consommation évoluant, les gens ne prennent plus le temps de lire des livres, et préfèrent regarder des films. C'est un peu le même cas pour la science. Et ce phénomène a été encore plus amplifié avec l'arrivée de l'informatique, puisque les encyclopédies qui prenaient des étages anti-bibliothèques ont été remplacées par des CD-ROM, puis par Internet. Et c'est dans ce contexte que ces émissions ont vu le jour et ont dû se battre pour faire leur place. L'élément clé est d'abord d'avoir un présentateur dynamique. C'est le cas par exemple dans C'est pas sorcier du duo Fred et Jamie, qui ont été ensuite accompagnés par Sabine, venue ajouter une touche féminine. De cette manière, on n'a pas l'impression de suivre un programme scientifique, mais plutôt les aventures d'une équipe de héros, comme dans une série télé. Aux États-Unis, c'est Bill Nye, the Science Guy, qui assume ce rôle, et explique aux enfants pourquoi la science c'est cool. Mais la théorie est souvent bien ennuyeuse, et c'est là que rentrent en jeu les nombreuses maquettes et animations faites dans ces émissions. Il y en a même qui font participer des enfants et qui invitent le public à reproduire les expériences sans danger chez eux. Et cette association entre un professeur et un étudiant est ce qui a donné naissance à l'une des meilleures séries de science-fiction de tous les temps, Doctor Who. En effet, dans les premières saisons, le docteur est accompagné de Suzanne, sa petite fille, à qui il explique de nombreuses choses. Même si le phénomène a disparu un peu au fur et à mesure des saisons, on le retrouve dans le spin-off Sarah Jane Smith Adventures. Mais revenons au sujet, la science. Puisqu'en effet, il existe un autre type d'émission, celle qui repose sur le spectaculaire. J'ai déjà parlé précédemment d'émissions comme Ghostbusters, On n'est pas que des cobayes, ou encore Brainiac. Mais ici, je voudrais parler d'un autre type de spectaculaire. Dans Impossible Engineering, chaque épisode parle d'une construction immense, comme par exemple le Maglev, la 380 ou encore des super buildings. Et on nous montre à chaque fois sur quel phénomène physique le bâtiment repose et comment cela a été réalisé. Et quand on parle de prouesse technologique, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Le cerveau. Dans Brain Games, une émission britannique, on nous montre tout un tas d'expériences. Non seulement des expériences d'illusion d'optique, mais aussi d'autres mécanismes du cerveau. Quand on est en contexte d'achat, on est souvent très influencé. Même si l'objet est au même prix, le fait d'avoir une promotion, une série limitée ou encore une vente flash nous trompe littéralement. Mais ici, l'expérience est légèrement différente. Dans un cinéma, on propose à la vente un petit popcorn à 3$ et un grand à 7$. La plupart des clients choisissent le petit popcorn. Quand on leur demande pourquoi, ils répondent souvent que 7$ est une somme importante pour du popcorn et qu'un petit leur suffit. Mais on introduit ensuite un troisième choix, un moyen pour 6,50$. Et l'effet est immédiat. De nombreuses personnes décident de prendre le grand à 7$, et quand on leur demande pourquoi, ils répondent que ce n'est que 50 centimes plus cher que le moyen, et que c'est une très bonne affaire. L'intention n'a jamais été de vendre le moyen popcorn, mais juste de tromper le cerveau. Ce sujet a d'ailleurs été abordé dans l'un des épisodes de la série télé Numbers. Et voici un autre sujet sur la vision. Un couple va se marier, mais va aussi porter durant toute la cérémonie des lunettes qui décalent leur champ de vision de 30 degrés sur la droite. De simples tâches telles que passer la bague au doigt ou embrasser la mariée deviennent alors très difficiles. Quelques minutes plus tard, leur vision s'adapte, et l'effet inverse se produit quand ils retirent les lunettes et essayent de servir à boire. Mais ces émissions tentent à disparaître, au profit du web, qui nous propose plutôt que d'avoir des émissions d'1 heure, 1 heure et demie, de regarder des courtes vidéos de 5 minutes. C'est le cas par exemple de Destin Sunlin sur sa chaîne YouTube Smarter Everyday. On retrouve une expérience très similaire à celle des mariés, avec un vélo un peu particulier, puisque quand on tourne le guidon à droite, la roue va à gauche. Et au bout de 8 mois d'entraînement, il a réussi à conduire ce vélo de manière normale. Et il a eu le même phénomène inverse lorsqu'il est remonté sur un vélo traditionnel. Veritasium est une autre chaîne qui parle d'expériences scientifiques, avec des expériences concrètes expliquées de manière détaillée. Par exemple, pourquoi il est impossible d'aspirer à travers une paille de plus de 10 mètres. Pour faire ça, c'est une histoire de pression et il faudrait avoir plus que le vide à l'intérieur du tube. Et même C'est pas sorcier est en train de faire son grand retour sur le web,
via un financement participatif. Mais là où la télévision avait échoué, le web réussit à faire des prouesses en expliquant de manière divertissante des sciences plus dures, telles que les mathématiques ou la physique. Numberphile est l'une des chaînes de Brady Haran, un réalisateur qui a travaillé pour de nombreux documentaires de la BBC. Cette chaîne parle notamment de nombreux sujets de mathématiques purs et durs, mais avec des exemples qui sortent de l'ordinaire. On peut retenir des conseils pratiques, par exemple comment choisir de manière statistique des toilettes publiques dans un festival. Vous pouvez aussi découvrir les liens entre l'origami et la géométrie, notamment le fait qu'il est possible de faire avec du papier des constructions qui sont impossibles à faire en géométrie euclidienne, c'est-à-dire avec une règle et un compas. Mais il y a aussi des trucs plus ludiques, comme par exemple un tour de magie basé sur l'utilisation de bases numériques autres que la base 10. Il existe aussi des chaînes dédiées à d'autres domaines scientifiques, avec un sujet qui revient très souvent. Pourquoi dans Westeros, le continent de Game of Thrones, l'hiver est imprédictible autant sur le prochain que sur sa durée? De nombreuses théories sont expliquées, du fait d'avoir plusieurs étoiles au fait d'avoir une planète qui change d'inclinaison. En France, il y a beaucoup moins de chaînes qui font de la vulgarisation, mais le font très bien. Je voudrais quand même citer Bruce de la chaîne Y Penser, qui nous parle de nombreuses choses, notamment du quotidien comme les files d'attente, ou de phénomènes plus historiques comme la machine au Turin, voire du voyage temporel. Je voudrais aussi citer la chaîne Dirty Biology qui nous parle de nombreux sujets très intéressants, et je voudrais terminer en citant l'initiative TED, qui signifie Technology, Entertainment and Design. C'est un ensemble de conférences qui ont lieu dans le monde entier, qui sont ensuite retransmises sur le web sous forme de vidéos, et cela de manière totalement gratuite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous invite à regarder la playlist avec de nombreuses vidéos. Non seulement les vidéos qui ont été montrées dans cet épisode, mais aussi tout un tas, telles que ces autres expériences sur la vision. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bye.